Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo qui va être très différente de tout ce que je peux proposer dans mon contenu, simplement du fait que cette vidéo ça fait des mois que je désire la faire, même des années que je me bats dans l'entrepreneuriat pour être en mesure de la faire et pouvoir réellement vous la dévoiler au grand public. Le seul but et principe de cette vidéo va pouvoir vous raconter ma réelle histoire, quel est réellement mon parcours. Je pensais qu'au bout de 4 ans, il était important de pouvoir clarifier ça avec vous. Certains ont pu découvrir quelques petites parties de mon parcours sur les différents réseaux, pour ceux qui me suivent depuis de nombreuses années. Mais aujourd'hui, je pensais qu'il était important pour moi de clarifier avec vous qui je suis réellement, ce que je veux et où je vais. Le but de cette vidéo est vraiment de pouvoir vous raconter mon histoire, mon parcours, mes difficultés et également pouvoir vous inspirer, je l'espère, à réaliser les vôtres. Il est certain à l'heure actuelle que je n'ai pas atteint tous les paliers que je désire atteindre. Je pense avoir pu évoluer déjà pas mal de fois et avoir quand même quelque chose à vous raconter. Donc pour commencer cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu. Et on va commencer maintenant mon histoire. Tout d'abord, ce qui va être important de comprendre, j'ai grandi à la fois dans un cadre très bien, mais aussi dans un cadre qui pouvait être néfaste. Tout ça dépend énormément de quelle partie de ma vie on va parler. Les premiers faits vont déjà remonter très jeune. Pour commencer mon histoire, nous allons repartir déjà à ma naissance. Je suis né le 13 mars 1993. Je m'appelle Jordan Girbon pour ceux qui me connaissent. Et pour commencer ma jeunesse, j'ai grandi avec un père et une mère pendant quelques petites années. Puis après, le paternel, comme beaucoup de cas peuvent arriver en France, est parti faire son envol et j'ai eu un autre beau-père. Cet autre beau-père était quelqu'un de relativement violent, ce qui a donné suite à des violences entre 4 et 6 ans et un suivi par des éducateurs relativement jeunes. À la suite de ça, j'ai continué un parcours scolaire tout à fait normal, avec quelques problèmes de dyslexie et de comportement. À la suite de mes problèmes de comportement en CE1, CE2, malgré que j'étais bon élève, j'étais quand même un enfant dyslexique qui faisait également de la dysorthographie et suivi par un orthophoniste. Suite à quelques problèmes de comportement jeunes, notamment le fait de dormir pendant les cours en CE1, CE2, j'avais déjà fini le programme scolaire en maths, notamment, donc je me permettais de dormir durant ces cours vu que j'avais déjà accompli ce qu'il fallait accomplir en début d'année. Donc j'étais un jeune relativement bon à l'école, mais avec des lacunes dans tout ce qui va être orthographe et lecture. Suite à quelques problèmes, donc notamment de comportement dû au fait que je dormais souvent en cours et je pouvais être des fois turbulent, du moins relativement impulsif jeune, j'ai été placé très jeune dans une école qui va s'afficher juste ici. Une place qui ne m'était pas destinée, donc en internat très jeune, et ma mère a mis plusieurs années avec des éducateurs, etc. à me sortir de cette fameuse école. Cette fameuse école s'appelait Pont-Briand. Donc elle était située à Bourg-Saint-Andéol. Donc après ces 3 années que j'ai pu exécuter là-bas et que j'ai pu enfin sortir de là-bas, j'ai fini dans une école qui s'appelle la SECPA. Donc pour certains, vous connaissez bien. Donc j'ai fini en 6e SECPA à Roca en Ardèche. À la suite de ça, donc j'ai continué mon parcours scolaire dans cette école. Donc j'ai commencé donc à Pont-Briand, dans cette école où j'ai été placé de force. À la suite de ça, on nous disait justement dans cette école qu'il serait impossible pour nous d'intégrer la SECPA. À force que ma mère démarche des éducateurs, elle a réussi à m'en sortir. Parce que notamment cette école ne voulait pas nous laisser partir dû aux subventions qu'ils avaient par les élèves. Donc chaque élève leur apportait de l'argent, donc ils évitaient de faire partir les élèves. Et au contraire, ils allaient nous dire que nous n'étions pas capables réellement de pouvoir accomplir des choses que dans un cadre normal. Et même d'aller en SECPA, ils nous disaient qu'on n'était pas capable. Manque de peau pour eux, ma mère a réussi à me placer en SECPA parce que c'était la seule opportunité. Et dans ma première année, comme un jeune un peu fougueux, première année de scolarité en SECPA justement, à Roca en Ardèche. Dans cette première année, la chose qu'on a pu s'apercevoir, c'est qu'au final, je n'étais pas si mauvais en cours. Donc j'avais eu 19,6 de moyenne en maths et il me semble que je tournais entre 16 et 18 sur une moyenne générale. Donc j'étais plutôt bon élève pour un niveau de SECPA bien sûr. Il faut remettre les choses dans son contexte. Et là, on m'a proposé justement, si je maintenais ce niveau, de repasser en classe générale. Comme une personne jeune et bête, quand on m'a dit générale, j'ai pensé au devoir. Donc j'ai refait chuter mes notes directement pour justement ne pas avoir de devoir. Chose très bête, mais bon, c'était mon comportement à l'époque. Donc pour continuer ce parcours scolaire,
J'ai fait de ma sixième SECPA jusqu'à ma troisième dans ce collège, dans le même collège qui était très turbulent. C'est pas forcément le meilleur cadre pour évoluer. À la suite de ce parcours scolaire, donc de troisième, à la suite de cette troisième, après le brevet des collèges, j'ai voulu rentrer personnellement en hôtellerie. Donc ma mère était chef de cuisine, je me suis dit je vais faire la même chose, je suis rentré en école hôtelière. Donc à la suite de ça, il y a eu l'école hôtelière. Après, j'ai continué sur un CFA, donc un apprentissage, qui s'est passé en alternance aux Deux Alpes avec Lady Guerre une fois par mois à Grenoble. Quelques mois avant l'examen, ma mère, chez qui j'étais domicilié, a déménagé. Je ne me suis jamais présenté à l'examen. Je n'ai pas pris le train pour me présenter à l'examen que j'avais suivi durant ces 2 années. En fait, je travaillais déjà. Donc je n'ai pas ressenti le besoin d'aller passer cet examen, reprendre le train, remonter sur Grenoble. Donc je n'ai jamais passé cet examen de CAP en cuisine. Comme on pourra en parler juste maintenant, mon parcours scolaire était plutôt atypique, plutôt compliqué de par ma dyslexie, ma dysorthographie et les problèmes familiaux que j'ai eus. Il faut bien remettre du contexte dans cette histoire, car en réalité, j'ai eu des problèmes familiaux assez intensifs qui ont donné des suites sur la scolarité, notamment, et mes problèmes dyslexie et dysorthographique. Mais je n'ai pas forcément une enfance malheureuse non plus. Il y a eu des parties de ma vie où on avait très peu d'argent, de par le fait qu'il n'y avait qu'une personne dans le foyer pour moi et mon petit frère. Mais d'une autre partie, j'ai eu des parties de ma vie où j'ai fait de l'équitation à quand même un bon niveau. J'ai fait l'école des jockeys à Cabriès à Marseille. J'ai eu mon propre cheval. J'allais en compétition tous les week-ends, ce qui coûte des sommes exorbitantes pour les parents, justement, à ce moment-là, du moins pour ma mère, à ce moment-là. Donc il faut quand même remettre du contexte de j'ai eu des soucis familiaux, mais cela ne veut pas dire que j'ai eu une enfance spécialement complètement difficile, même s'il y a quelques subtilités à prendre en compte là-dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à la suite de cet apprentissage, j'ai commencé à travailler, donc à rentrer dans le vif du sujet. J'ai pris mes premiers salaires à 2000 € par mois, je faisais plus de 90 heures par semaine, même les plus grosses semaines, j'étais monté à 105 heures. Pour ceux qui connaissent l'hôtellerie, la semaine du 5 au 15 août, j'étais monté à 105 heures dans la semaine. J'ai continué les saisons, donc à travailler dans l'hôtellerie, en premier en cuisine. Après, je suis parti en service, parce que je préférais le contact social, le contact humain. Je trouve que c'est quand même essentiel, on va dire, pour se sentir épanoui. Donc à la suite de ça, j'ai continué les saisons, je suis parti aux Deux Alpes, je suis revenu en Ardèche, je suis parti à Tignes, je suis revenu en Ardèche, je suis parti à Montpellier, après je suis revenu en Ardèche. Donc durant toute cette période-là, c'est ce que je vais appeler dans ma vie la vie lambda d'un jeune qui travaille de manière saisonnière, mais un petit peu l'année également, de par le fait que ma mère était déjà dans l'hôtellerie. Donc de quelqu'un qui travaille quand même plutôt pas mal, qui sort d'apprentissage, qui fait les saisons, Montpellier, Ardèche, Tignes, toutes ces saisons-là, donc qui ont pu m'apprendre beaucoup sur l'intensité du travail à fournir, mais je me contentais de ce que j'avais. J'étais content, mon objectif de vie à terme, au niveau de mes 23 ans, c'était de gagner, il me semble, 1500 ou 2000 par mois pour 35 heures, bien sûr, parce qu'à cette époque-là, en hôtellerie, on ne comptait pas les heures, on n'était pas payé les heures sup, c'était très compliqué de se faire payer, ce qui a changé à peu près à partir de mes 22 ans, je pense, où j'ai commencé à connaître ma valeur sur le marché et commencé à négocier mes heures. Mais du coup, un parcours de saisonnier classique. Très fêtard, je suis parti en voyage, j'ai fait la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, l'Espagne, l'Italie, mais pas mal de petits voyages. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, ma vie me convenait parfaitement. Tout allait bien pour moi à ce moment-là. Et à un certain stade de ma vie, donc au niveau de mes 25 ans, j'ai perdu ma grand-mère, donc une personne pour qui j'étais très proche. Pour donner un ordre d'exemple à quel point j'étais fusionnel et proche, étant à Montpellier, donc pour ceux qui connaissent l'Ardèche-Montpellier, ça fait à peu près 200 km. C'était moi qui faisais ses courses mensuellement avec ma moto qu'elle m'avait achetée. Je venais lui faire ses courses, 200 km, je lui faisais ses courses que je lui donnais et puis je repartais, du moins je passais quelques jours et puis je repartais. Donc j'étais très fusionnel avec ma grand-mère. J'étais aussi très gâté par ma grand-mère, il faut pas le nier. Si je voulais quelque chose, généralement je l'avais, dans la limite du raisonnable, parce qu'à ce moment-là de sa vie, elle n'était pas forcément riche. Mais elle me donnait tout ce que plus ou moins j'avais besoin ou je voulais. Je voulais une paire de chaussures, j'avais une paire de chaussures. Du moins, j'avais quand même pas mal de droits, de choses. Je partais en voyage, elle me donnait des sous, du moins. Une personne qui n'a pas forcément d'argent, mais qui donne tout à son petit-fils, du moins à ses petits-fils. Donc à son décès, le 12 février de mes 25 ans, à ce moment-là, en fait, j'ai vécu un gros, on pourrait dire trauma,
déclic, je sais pas comment on peut appeler ça, mais la réalité c'est que ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là a complètement changé toute ma vision et toute ma vie. À ce moment-là très précisément, donc ma vie m'allait très bien, je profitais, j'étais quand même relativement heureux, tout allait bien. Et puis à ce moment marquant, en fait, ce qui s'est posé comme question dans ma tête, c'est avec tout ce qu'elle m'a offert, donc que ce soit financièrement ou en amour, avec tout ce qu'elle m'a offert dans ma vie, il serait con que j'échoue ma vie, en fait, que j'en reste là, comme ça. Et en fait, à ce moment-là, c'est là que s'est engagé réellement le grand déclic, le changement complet de personnalité, parce que je pense que la version que j'étais comparée à maintenant, on n'est plus du tout compatible. Déjà, quand je regarde des vidéos d'il y a un an, j'ai du mal encore. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment où j'ai eu le déclic, j'avais un grand besoin de changement, de tout refaire. Donc j'ai commencé à acheter mes premiers livres, 21 leçons pour le 21e siècle, pour ceux qui connaissent. C'est le même écrivain que Sapiens. J'ai commencé à entreprendre. Donc je suis rentré dans les MLM, ça m'a pas du tout plu comme business model, mais j'ai appris que des choses étaient possibles sur Internet. Après je suis parti dans le dropshipping, j'ai fait une dizaine de boutiques en ligne. J'ai pas dégagé de revenus, j'en ai pas perdu. Par contre j'ai appris beaucoup sur la pub, sur le SEO, sur comment créer des sites Internet. J'ai emmagasiné énormément de connaissances. Durant plusieurs années, plusieurs échecs, j'ai fait un compte Instagram sur le fitness. Au début, j'utilisais des bottings. Après, j'en ai refait un autre Instagram sur le fitness. J'utilisais plus les bottings. Après, j'ai utilisé Instagram sur le marketing. Je me faisais clasher parce que je faisais des fautes d'orthographe. Parce qu'à ce moment-là, pour donner un ordre d'idée, donc j'ai continué à me former dans le dropshipping, dans les MLM, le marketing digital, le copyright. Tous ces domaines-là, j'ai passé la mini-formation Google, donc de 40 heures, donc diplômé de Google, je crois, en 2021. C'est un tout petit diplôme, mais en tout cas, je l'ai passé. J'ai étudié sur Open Classroom pour apprendre le métier de Community Manager. Je cherchais un échappatoire, en réalité. Je cherchais à changer ma vie. J'ai arrêté de fumer. Malheureusement, j'ai repris par la suite, mais en tout cas, j'ai arrêté de fumer. En fait, à ce moment-là, je cherchais n'importe quel moyen pour sortir de la vie de laquelle j'étais et rejouer les cartes. Donc j'ai fait tous ces comptes Instagram, toutes ces choses entrepreneuriales, donc le dropshipping, etc. J'ai échoué à chaque fois. Et ça, il faut être clair. J'ai échoué sur Instagram, j'ai échoué en dropshipping, j'ai échoué en MLM. Et même quand j'ai créé le frontalier sur Instagram, je l'ai échoué aussi. J'ai payé une community manager pour qu'elle fasse le travail à ma place. Et j'ai également échoué, ça ne prenait pas. J'avais 130 abonnés, ça me coûtait 400 balles par mois. Moi, ça ne fonctionnait pas pour moi. Puis à la suite de ça, j'ai commencé TikTok, donc une vidéo par-ci, parce que j'ai été poussé par un ami. Donc merci à toi Brendan si tu vois cette vidéo. J'ai été poussé par un ami qui m'a dit fais des TikTok, je lui disais non, fais des TikTok, je lui disais non, fais des TikTok, je disais non. Puis j'ai dit bon, je vais l'écouter quand même parce qu'il était bien en place sur le marketing à ce moment-là. J'ai dit je vais faire une vidéo par jour pendant un mois. Et à la suite de ça, je pourrais réellement juger ce que je veux ou non. Je m'y suis tenu, j'ai commencé à avoir de l'engrenage, ça a commencé à exploser. J'ai eu plus de 6000 abonnés dès le premier mois. Puis après, ça a commencé à monter grandement en puissance. Pour ceux qui se rappellent des vidéos que je faisais beaucoup de trends, je parlais un peu de la Suisse, du moins j'essayais de conseiller à mon niveau. Et pour remettre un contexte, durant toute cette période entrepreneuriale, étant dyslexique, je collais des post-it, donc des papiers de CM2 sur mon bureau avec les A accent, A sans accent, EEST, EET. Et toutes ces choses-là, je les ai rentrées, je les avais scotchées sous mon bureau, comme on pourrait avoir un tapis sous mon clavier. Et mon seul but à moi, c'était que ça rentre suffisamment pour avoir un niveau, on va dire, convenable. Donc oui, à une certaine époque, si on reprend un Facebook que j'ai supprimé depuis, mais j'écrivais quand, K-E-N, et alors A-2-L-O-R. Donc pour dire à quel point je suis parti de loin. Maintenant, à l'heure actuelle, je dois avoir un niveau de l'orthographe médium. J'écris à peu près comme Monsieur Tout-le-Monde. Et j'utilise les outils en ma disposition pour justement maintenant corriger et avoir un niveau parfait. Parce que pour la partie professionnelle, on n'a pas le choix. Pour vous dire, je payais à une certaine époque des étudiants en doctorat
pour venir corriger mes sites internet, corriger mes pages de vente, corriger mes séquences mail. Donc je faisais tout corriger, soit ça coûtait de l'argent, soit je demandais à ma copine, mes amis, c'était jamais fait correctement et à la fin, j'ai réussi à devenir totalement autonome de par le fait que j'ai monté mon niveau, mais par la suite il y a eu la découverte de l'IA et à ce moment-là, ça a été révolutionnaire je pense pour moi et d'ailleurs je pense pour beaucoup de dyslexiques. Car oui, j'ai pu en rencontrer et je pense que ça a rejoué les cartes de notre lacune, c'est que maintenant on peut avoir le niveau de monsieur tout le monde, juste on a besoin d'outils pour y arriver. Donc pour continuer cette aventure, donc à la fin de ce mois de TikTok, j'étais à plus de 5000 abonnés, au bout de 6 mois j'étais à plus de 2 millions de vues, du moins je suis monté très vite sur TikTok. D'ailleurs j'ai beaucoup stagné depuis, hein. Je me suis professionnalisé je pense. Donc à la suite de ça, ça m'a validé, donc j'ai presque échoué une vingtaine de tentatives MLM, dropshipping, compte Instagram business, compte Instagram fitness. J'ai essayé de passer un BPGEPS à l'époque, je voulais passer un BPGEPS avant de connaître l'entrepreneuriat. Mais j'ai essayé énormément de fois, j'ai toujours échoué. Quand le TikTok a pris, je me suis dit, bon, ayant échoué énormément de fois, mais ayant appris toute la journée, parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que je dors la nuit avec des podcasts, la journée je me cultive également, que ce soit par la lecture. Donc à l'époque, avant le décès de ma grand-mère, j'avais jamais lu un livre, hormis des BD, des mangas, Naruto, tout ça. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à la suite de ce décès, j'ai lu beaucoup, que ce soit en audible ou en physique. Donc Influence et manipulation, Père riche, Père pauvre, les 48 lois du pouvoir, le personnel MBA, les outils des géants. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Parce qu'il y en a beaucoup des livres à lire. L'art de la guerre, notamment un des livres que j'utilise énormément, donc la Bible du SEO de Olivier Andrieux et bien d'autres. J'ai pu lire énormément de livres depuis, de podcasts, de livres audio, ce qui m'ont énormément servi à emmagasiner des connaissances. Et au moment où le frontalier a commencé à prendre de l'engrenage, mon but était certes de faire un business, mais un business éthique. Mon but n'a jamais été d'être commercial, de vendre énormément. Ce n'est pas ça que je veux dégager de mon image. Ce n'est pas ça que je veux dans la vie non plus. Moi, dans ma vie, je veux créer des grandes choses. Oui, gagner de l'argent, gagner beaucoup d'argent aussi également, mais tout en étant authentique et éthique dans chacun de mes business. Notamment, comme on va y revenir maintenant, dans le métier que j'exécute à l'heure actuelle, donc le métier de conseiller financier, on pourra accentuer là-dessus sur le fait que je ne suis pas un commercial et tous les conseillers de mon cabinet pourront le dire. Par contre, tous mes clients sont satisfaits, tous mes clients sont sous mes vidéos, tous mes clients me laissent des avis. Mais on reviendra un petit peu après sur ce sujet. Donc une fois que j'ai eu l'engrenage de Le Frontalier sur TikTok, donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, maintenant on va faire les choses bien, il va falloir apprendre des sujets, apprendre massivement ce domaine pour devenir bon. Et je vais emmagasiner, je vais utiliser toutes les connaissances que j'ai eues en marketing, en copyright, en SEO, en pub, etc. pour déployer sur ce business qui pour une fois est fonctionnel, cette notoriété qui est fonctionnelle. Et d'ailleurs, merci énormément, car tout ça, c'est grâce à vous. Une fois que j'ai utilisé toutes ces connaissances, donc j'ai redirigé énormément mon audience sur les différents réseaux, sur Instagram, j'ai commencé à envoyer sur ma base mail, un peu de partout pour segmenter tout ça, de par les connaissances que j'avais accumulées en marketing. À ce moment-là, c'était le grand moment de monétiser un petit peu mon travail. Donc, il y a eu presque 2 ans de travail sur les réseaux à 3 vidéos par jour. Donc oui, à l'époque, c'était des vidéos vite fait. Ça me prenait 1 heure par jour entre mes coupés parce que je travaillais en hôtellerie pendant que je créais Le Frontalier par la même occasion. Il y en a qui s'en souviennent également, je présume. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant ce moment-là, j'ai passé presque 3 ans, tous les jours, tous mes off, tous mes jours de repos, tous mes temps de poste, tous mes soirs, toutes mes nuits, toutes mes matinées à me lever plus tôt avant d'aller travailler pour créer Le Frontalier, poster les vidéos et être présent. Au bout de 2 ans, il était primordial pour moi de commencer à monétiser un minimum parce que c'est bien, je veux pouvoir offrir, de délivrer de la valeur, etc. Sauf que moi aussi, il faut que je travaille. Moi aussi, je gagne ma vie en Suisse. Je gagnais ma vie de cette manière-là en Suisse. Donc, j'étais entre 3 et 5 500 par mois, suivant les périodes de l'année, suivant les entreprises pour lesquelles je travaillais. Donc, dans l'hôtellerie, notamment serveur. On fait beaucoup de pourboires en serveur quand on connaît les entreprises. Et en même temps, je crée Le Frontalier. Au bout de 2 ans, je me suis dit, il faut monétiser ça. Donc, j'ai sorti mon premier infoproduit, d'ailleurs, qui a failli me faire mettre sur la dépression. Mais bon, enfin bref, passons. Mais mon premier produit, donc une formation en ligne, sauf que je voulais rajouter un peu plus de valeur que ce qui était fait. Donc, j'ai regardé tout ce qui était proposé par mes concurrents, bien sûr, en avant. J'ai lu tous les livres sur le sujet avant. Et puis après, j'ai voulu structurer ça pour donner vraiment une plus-value
à ma formation, c'est-à-dire que c'était pas juste des conseils pratiques comme on pourrait retrouver sur YouTube, c'était vraiment tous les documents administratifs, avoir des réelles adresses de logement moins chères que ce qu'on pourrait trouver, parce que pour moi c'était là où je basais ma stratégie. C'est si quelqu'un se loge pour moins cher, donc 500 € par mois dès son arrivée, il a déjà économisé la formation. Donc tout le reste c'est du bonus. Les agences d'intérim, les façons de créer son CV, la fiscalité, les documents administratifs pour faire sa fiscalité, documents des impôts, les déclarations, etc. Donc le global de la formation était complet, bien au-dessus du marché. Et justement, à ce moment-là, j'ai voulu rajouter mon plus, donc qui est réellement des réponses aux questions, des agences d'intérim à contacter, un réseau à créer, des adresses de logement où on va économiser dès l'instant T, économiser sur les banques, économiser sur la fiscalité, économiser sur le logement. Je voulais vraiment créer quelque chose d'au-dessus de ce qui se faisait, de ce que j'avais déjà consommé, car oui, moi aussi j'ai acheté des formations en ligne et je me suis formé. Et à l'heure actuelle, si je suis devant vous, c'est en grande partie grâce à toutes ces formations en ligne, parce que oui, je suis quelqu'un d'autodidacte qui a appris tout sur Internet, soit par des formations achetées, soit par des formations gratuites sur Internet, soit par la formation de Google ou d'Open Classroom. Mais je me suis éduqué entièrement sur Internet, sauf depuis maintenant dans mon domaine du conseil financier où j'ai dû passer un diplôme physique. Donc après avoir créé cette formation, il s'est passé de longs mois où je crois que j'ai commencé cette formation à créer, à structurer, à mettre les agences, du moins à faire un listing parce que ça a été très long. Je pense que la formation globalement a dû me prendre entre 4 et 6 mois de création parce que c'est une charge très lourde mentalement pour quelqu'un qui est très physique et qui a plus du mal à se concentrer. Donc j'ai mis plusieurs mois à créer cette formation, surtout à segmenter, à organiser. Le tournage est allé relativement vite. Les descriptions ont été un peu longues, il a fallu mettre tous les liens, tous les documents téléchargeables, etc. pour qu'il y ait vraiment un guide pratique et que ce guide-là, en fait, ne soit pas destiné à mes clients réellement et puisse moi-même m'être destiné à vous répondre. C'est-à-dire que quand je reçois une question, généralement, je vais moi-même piocher dans mes réponses pour donner un peu des indications. Donc, je donne un petit peu des réponses là-dedans, mais en fait, c'est ma base de données à moi et je voulais que ça devienne la base de données de tout frontalier qui arriverait, qu'il ait vraiment une caisse à outils qui évolue avec lui durant des années. Une fois ce produit créé, j'ai commencé à faire mes premières ventes. Ça s'est très bien passé. J'ai eu mes premiers clients contents. Car pour l'instant, à ma connaissance, je n'ai pas eu de clients mécontents, mais peut-être qu'on me prouvera le contraire. J'ai commencé justement à avoir des opportunités dans la même année pour entrer dans le domaine du conseil financier. Donc j'ai sorti ma formation au mois de mars 2023. Donc en juin 2023, j'ai commencé ma formation dans un cabinet de conseil financier. Parce que ce qu'il faut comprendre dans ma philosophie de la niche frontalier et de ce que je veux créer, l'impact que je veux créer dans l'avenir, ce qu'il va falloir réellement comprendre, c'est que je ne suis pas là juste pour faire du business, juste pour faire de l'argent et m'en aller, partir à Dubaï, partir je sais pas où. C'est pas mon but, je suis là pour m'installer, créer des grandes choses et être disponible en physique dans un cabinet, que ce soit pour l'accompagnement ou que ce soit pour la fiscalité directement et l'investissement. Mais je suis là pour rester, m'installer et créer de nombreuses entreprises dans la région. Donc je serai toujours tout trouvable. Le but, ce n'est pas de vendre de la merde et que tout le monde soit pas content de moi. Le but, c'est que tout le monde soit satisfait de mon travail ou au moins la majeure partie. Car on ne peut pas avoir uniquement que des clients satisfaits. On pourrait le voir dans un restaurant avec TripAdvisor. Même la gastronomie prend cher. Donc voilà, pour continuer sur ma philosophie, mon but à moi, c'est en fait d'être en mesure d'apprendre chacun des domaines. Donc j'ai commencé par apprendre les domaines du logement, vu que c'était une situation compliquée. J'ai continué pour apprendre le domaine de l'emploi, les systèmes ATS, les CV, les recommandations, du moins tout ça en rencontrant des recruteurs, de nombreux recruteurs, en augmentant mon réseau, en demandant conseil aux recruteurs que je rencontre et aux agences d'intérim partenaires que j'ai à l'heure actuelle. Et le but a été vraiment de commencer par le logement, attaquer ensuite l'emploi, donc de par le CV, tout ça. À la suite de ça, le 1er juin 2023, je suis devenu conseiller financier. Donc il s'en est suivi 1 mois et demi, 2 mois de formation continue. Donc tous les jours à 8 h et fini à 17 h, 5 jours sur 7, en interne dans la boîte. D'ailleurs, merci à mon très bon professeur Elio. Donc j'ai étudié dans le cabinet Premier T Conseil, qui m'a d'ailleurs très bien formé sur la partie technique. Donc à la suite de ça, de ces 2 mois de formation, on doit commencer à aller chercher nos premiers clients également dans ce domaine-là. Donc c'est encore un métier entrepreneurial.
parce qu'on peut avoir une partie de fixe, une partie de commission, ça dépend des entreprises et ça dépend du besoin également. Est-ce qu'on est dans un gros groupe, est-ce qu'on est dans un domaine financier? Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de là, j'ai commencé à aller voir mes premiers clients, que ce soit des abonnés, des amis, et à commencer à les accompagner. À savoir qu'il s'en est passé 1 an. Donc j'ai fait plus ou moins la boucle de toutes les périodes fiscales qu'il peut y avoir durant l'année. Et au cabinet, on a entre 2 et 3 formations par semaine au cabinet depuis maintenant plus d'1 an. Également, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand j'ai commencé le 1er juin, j'ai fait ma formation. Donc je suis sorti de formation au niveau de mi-juillet, fin juillet. Et mi-août, j'ai appris la bonne nouvelle de me dire qu'il y avait le diplôme d'intermédiaire en assurance, donc le diplôme qui devient obligatoire à partir de 2026, donc l'AFA, qu'on nomme. Et j'ai appris qu'il y avait les inscriptions pour l'AFA. Du 17 août au 19 août, il y a les inscriptions pour ce fameux examen de l'AFA. Donc je me suis inscrit en candidat libre avec mes managers. Donc le manager que j'avais s'inscrivait à la même période que moi et d'autres managers de ma boîte à ce moment-là se sont inscrits à la même période que moi. Parce que j'ai voulu prendre les devants et que moi je suis quelqu'un qui aime bien affronter les échecs rapidement. Donc je préfère échouer vite parce qu'au moins je recommence. Bon, là il faut faire attention avec l'AFA parce qu'on n'a que 3 tentatives. Mais c'est pas quelque chose qui me faisait peur, donc je me suis inscrit, je l'ai passé en candidat libre, j'ai validé l'écrit, j'ai loupé l'oral. Mais j'ai appris la pression que je pouvais prendre à l'oral, comment il fallait faire correctement. Et du coup, j'ai pas voulu me relancer à la deuxième session parce que la deuxième session était, donc moi je l'ai passé en octobre 2023, la deuxième session était en mars 2024, sauf que c'est en pleine période fiscale, une période très dure dans mon métier, donc une période très dure. J'ai préféré décaler à juin. Donc j'ai fait toute mon année, toutes mes formations de l'année, partenaire Pictet, partenaire groupe mutuel, Afieska, tous les partenaires qu'il peut y avoir au cabinet, les formations internes faites par le directeur, faites par Elio, faites par les managers sur différents domaines, la vente, la prospection, la fiscalité, les fonds d'investissement, les entreprises. En fait, on a eu toutes les formations, toute la connaissance nécessaire à l'épanouissement dans ce métier, faites directement par les partenaires suisses et les entreprises transfrontalières qui étaient associées à notre cabinet. Donc énormément de formations durant plus d'1 an. Encore plus de par l'examen que j'ai passé, que j'ai dû apprendre 2 fois en candidat libre. J'ai validé la deuxième fois. Donc j'ai eu les résultats de l'examen au mois de juillet 2024. Au niveau du 15 juillet, j'ai eu les résultats de l'examen. J'ai passé l'examen, il me semble, le 26 juin. Voilà, donc une année de formation complète, très dure, intense. Un diplôme à passer qui est quand même très technique en fait. On va vraiment s'approcher de la technique pure. Donc ça a été un challenge pour moi. Mais j'ai réussi à la valider la deuxième fois grâce à un bon formateur parce que oui, la deuxième fois j'y suis retourné en candidat libre, mais j'ai quand même un peu triché. J'ai pris 2 cours d'oral, ni plus ni moins. J'ai pris 2 journées cours d'oral justement pour être plus à l'aise ce coup-ci, vu que la première fois je n'ai pris 0 cours. J'ai juste bouquiné. Donc voilà, j'ai passé mon AFA, j'ai validé mon AFA et voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les plus petits mois que j'ai fait en Suisse, quand j'ai démarré, j'ai pu faire des 400 € par mois, je crois le premier mois où j'ai fait, du moins 400 francs suisses par mois, le premier mois où j'ai fait. Et les plus gros salaires que j'ai avoinés entre l'entrepreneuriat et le domaine de la finance, j'étais aux alentours de 9-10 000 par mois, pour être exact. Donc, comme vous, je pense être parti, comme beaucoup dans la communauté, je pense être parti de très peu, d'un parcours pas forcément facile. La dyslexie me hante encore, hein, parce que pour ceux qui sont dyslexiques, ils comprendront que si j'ai un doute sur un mot que je sais écrire parfaitement, il est impossible pour moi, sans aller regarder sur Google, de remettre le mot correctement parce que l'orthographe a changé sous mes yeux et je suis obligé d'avoir une validation pour pouvoir continuer d'écrire. Toutes ces complexités font que je pense que j'ai pas eu un parcours scolaire forcément avantageux, pas de gros diplômes, pas une famille plein d'argent, loin de là. À l'époque, on était plus proche d'un entourage de délinquance que réellement de réussite, que sans se mentir, même si j'avais ma partie sur l'équitation qui sont encore mes meilleurs amis à l'heure actuelle. Mais moi je gravitais, j'étais très jeune, très fougueux, très impulsif, je cherchais pas la merde mais bon je démarrais vite, donc pas forcément facile. La seule chose que je voulais dire pour raconter cette histoire, c'était déjà pour vous donner les informations de qui je suis, en fait, qui vous suivez, et je pensais qu'il était important de le clarifier sur YouTube une première fois. Savoir à qui vous parlez, quel est son but, où je vais. Ce qu'il faut comprendre désormais dans cette vidéo, c'est où c'est que je vais,
où je me vois dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que je veux faire. Mon but, c'est vraiment d'arriver à révolutionner cette niche des frontaliers. Pas faire le plus de vues, pas le faire le plus de cash non plus. Ce n'est pas mon but, hein. Je ne suis pas un commercial. Au contraire, je m'entoure d'histoire de vendre plus parce qu'il faut vendre pour tenir un business. Je ne peux pas produire des superbes vidéos sans injecter des budgets monstrueux. Et moi aussi, j'ai besoin de m'accorder du budget à moi, simplement à ma personne. Si demain j'ai mon salaire, je ne peux pas mettre tout dans mes réseaux. Je dois, moi, faire mes voyages, faire ma vie confortablement autant qu'elle est, mais je ne peux pas tout investir. Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir un écosystème et un business rentable et éthique, selon moi. Maintenant, je ne suis pas forcément orienté vente parce que je gagnerai de très petits profits sur chacun, comparé au temps que je vais devoir fournir à chaque fois. Mais mon but, c'est que tout nouveau frontalier arrivant paye moins cher que ce que j'ai pu payer, que ce que des frontaliers que j'accompagne paye moins cher sur le logement, trouve plus rapidement un emploi de par le réseau et les bonnes méthodes, puisse avoir une fiscalité avantageuse et optimisée pour ne pas perdre d'argent, pour créer du patrimoine sur du long terme, ce que je fais avec mes clients désormais, et par la suite pouvoir les employer moi-même en direct, créer une entreprise, une agence d'intérim en Suisse pour pouvoir employer mes abonnés et des résidents suisses, car oui, les résidents suisses seront de mise et ils auront peut-être même un avantage à être résidents parce que je tiens à ce pays et je tiens au salariat dans ce pays. Donc pour moi, 2 personnes à titre équivalent dans une entreprise, je privilégierai toujours la personne qui vit sur le territoire de par le principe. Une fois que j'aurai abordé donc, le logement, l'emploi, donc avoir des logements disponibles pour vous, ça ce serait une des grandes choses à accomplir pour moi, avoir des logements pour vous, avoir de l'emploi pour vous en direct avec mon entreprise, pouvoir m'occuper de vos accompagnements quand vous arrivez, pouvoir vous employer moi-même. Du moins, le but terminal, ça va être vraiment de pouvoir accompagner des futurs frontaliers ambitieux qui désirent réellement accomplir leur objectif, ce que je fais à l'heure actuelle, mais de manière plus intense, pouvoir les loger en interne par la suite, ce que je fais à l'heure actuelle via mes partenaires, mais que je pourrais faire en interne, pouvoir vous employer dans mon entreprise. Bien sûr, je sélectionnerai les profils, mais pouvoir vous employer dans mon entreprise, pouvoir gérer votre fiscalité, vos investissements avec des partenaires qui seront sélectionnés de par mon réseau en frontière. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir créer un écosystème et également créer des événements annuels où on pourra tous se réunir, se rencontrer avec des conférences, avec des partenaires, avec des gens dans la fiscalité, dans l'emploi, dans le logement, dans l'investissement, pour que vous puissiez vous aussi grandir comme j'ai pu le faire moi sur les réseaux durant ces 6 dernières années. Le seul message que j'aimerais faire et la recommandation que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est vraiment de vous dire à tous que oui, c'est possible. Oui, beaucoup de personnes de mon entourage se moquaient de moi quand j'ai commencé. Ils regardaient, il n'y arrivera jamais, ils se foutaient de moi sur TikTok, etc. J'ai même commencé TikTok en bloquant la plupart des gens que je connaissais pour pouvoir m'épanouir seul et avoir un jugement critique de personnes qui ne me connaissent pas. Donc la réalité, c'est que oui, on peut tous y arriver. Oui, on peut partir de rien et monter parce que je suis très très loin de ce que je veux accomplir. Hein. Même si j'ai déjà tapé des très beaux mois et je gagne quand même relativement bien ma vie, je suis très très loin de ce que je veux accomplir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, c'est possible. Je le vois autour de moi. Je le sais, j'en suis convaincu. Mais ce qu'il va falloir faire, et là où vous pouvez être meilleur que moi, si vous savez que c'est possible, il va falloir vous donner la peine. Mais surtout, là où je voudrais mettre le point, c'est que je pense que le mieux serait d'arriver à avoir ce déclic, ce changement de vie, ce changement de personnalité au complet, soi-même. Qu'il n'y ait pas besoin réellement d'avoir un décès ou un électrochoc violent dans la vie pour pouvoir justement se remettre en question et se dire oui, c'est possible et quoi qu'il en coûte, ça va être possible. Moi, il m'a fallu ça. Et pourtant, à l'heure actuelle, j'aurais peut-être rêvé que ça arrive bien avant sans décès, pour au contraire prouver, donner énormément de ce que j'ai maintenant, pouvoir payer des voyages, tout ça, tout ce que je ne peux pas accomplir maintenant, parce que justement, mon déclic est là. Donc oui, aujourd'hui, je me dis, c'est une merveilleuse chose qui est arrivée, parce que c'était peut-être le destin. S'il n'était pas arrivé ça, je n'en serais pas du tout là. Maintenant, je pense que il faut y arriver sans avoir besoin vraiment de cet électrochoc. Je pense avoir fait le tour de mon histoire, avoir raconté un petit peu d'où je viens, qui je suis, où je vais. J'espère que cette vidéo va pouvoir en inspirer également beaucoup et de pouvoir suivre dans les prochaines années également l'évolution qu'il va y avoir, car on n'est qu'au début de ce que je veux créer. Maintenant, je vous souhaite à tous
réellement de réussir, oui, je vais continuer le business, oui, je vais continuer à développer des offres pour faire tenir cet outil et cette ambition et cette conviction que j'ai envers les frontaliers. Maintenant, pour moi, il n'y a pas de mauvais business. Quand on va au restaurant, on mange, on est content de manger le plat s'il est bon. Et ben pour moi, tout est pareil. Si on est en mesure de proposer un produit satisfaisant, la question n'est pas le prix. Si je vais au gastro demain, je mange au gastro, le problème n'est pas le prix, je sais combien je paye. Le problème, c'est est-ce que ce que je paye est à la hauteur de ce que j'ai? Et c'est ça la seule question. Donc je pense être en mesure de fournir ça. Je pense, dans chacun de mes business, ne pas chercher à vendre pour vendre, mais plutôt à accompagner durant des années, à être vraiment la personne qui va étudier massivement, créer un réseau, etc. et pouvoir accompagner chaque personne qui sera autant ambitieuse que moi dans ce parcours, pouvoir les tracter par les passages que je suis déjà passé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle va vous inspirer, vous inciter à passer à l'action, quoi qu'il en coûte, à votre échelle, 5 minutes par jour, le principe de l'effet cumulé. Très bon livre à lire d'ailleurs. Je vous souhaite de réussir et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!